Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une invitée qui s'appelle Julie et qui est aussi dans les thérapies alternatives. Avec Julie, on s'est rencontrés par le biais des réseaux sociaux, on a tout de suite eu un bon feeling et puis de fil en aiguille, on a discuté, on a appris à se connaître, on a fait des échanges de pratiques et voilà, maintenant on est toujours en contact, on a créé, je pense, une belle relation et voilà. Et on est toutes les deux du coup dans les thérapies alternatives, mais on s'est formé à des techniques différentes. De ce fait, on utilise des outils différents auprès de nos consultants, mais je pense que on a quand même une vision des choses qui est assez similaire et on travaille toutes les deux sur la prise de conscience. On aide nos consultants à mettre en lumière en fait ce qui vient les bloquer, les pénaliser dans leur vie actuelle et surtout on les aide à se libérer justement de tout ce qui les empêche d'être eux-mêmes et d'être alignés avec qui ils sont. Alors sur mes réseaux sociaux, j'aborde souvent pas mal de thèmes sur différents sujets pour vous aider dans votre démarche d'évolution personnelle, de prise de conscience. Et Julie partage aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc ces réseaux, vous pouvez les retrouver, ça s'appelle les Chroniques de l'éveil. Elle a aussi un podcast qui porte le même nom et que vous pouvez retrouver sur Spotify. Et aujourd'hui, je suis trop contente de te retrouver, Julie, parce qu'on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et auquel tu t'es formée, qui est la théorie du nerf polyvagal et Nerf du nerf vague, pardon. La Et théorie du coup, ça polyvagale. commence, voilà. Et du coup, bah, tu vas nous en parler plus en détail, mais peut-être que d'abord, je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup déjà de me recevoir. Je suis vraiment contente qu'on puisse avoir cet échange toutes les deux. C'est vrai qu'on a beaucoup de sujets en commun par rapport à la connaissance de soi notamment. Et Mm. donc, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Donc, je m'appelle Julie Michaud, je suis coach, thérapeute et masseuse. Et ma particularité, c'est que je propose du coaching éducatif en plus des thérapies dont tu parlais tout à l'heure, parce que ce que je souhaite, c'est vraiment transmettre cette idée qu'on peut observer qui l'on est, ce qui se joue en nous et aussi autour de nous, à travers le regard et le filtre de l'introspection. Parce qu'on nous parle beaucoup dans le développement personnel, dans le coaching, de travailler son mindset, de connaître ses Mm. blessures. Et en fait, souvent quand on rentre dans le développement personnel, c'est pour se détacher des injonctions qui nous obligent à être comme les autres s'attendent à ce que l'on soit. Et on a du Exactement. mal à se détacher de cette personnalité que l'on a créée. Mm. Et du coup, on s'engage dans le développement personnel, on pense qu'il faut travailler sur soi, on nous dit qu'il faut devenir une meilleure personne. Et c'est hyper culpabilisant parce que eh ben, on va vouloir essayer de répondre à tous ces concepts, mais parfois, bah, on ne sait pas pourquoi on n'y arrive pas, ou on va se sentir pas assez, ça va renforcer toutes les blessures qu'on peut avoir. Et c'est pour ça aussi, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi de me former à la théorie polyvagale, parce qu'elle nous explique ce qu'on ne peut pas faire, même si on le veut. Donc, pour me présenter rapidement, en fait, petite, j'explique mon histoire pour que vous compreniez pourquoi j'en suis arrivée là. Donc, petite, à l'âge de 2 ans et demi, j'ai perdu ma mère biologique brutalement. Et notre géniteur nous a abandonnés avec ma petite sœur après dans un contexte un peu compliqué avec de la violence, etc. Donc, on a été adoptés. J'ai eu la chance d'être adoptée avec ma petite sœur quand j'avais 4 ans et demi. Et donc forcément, en arrivant dans une nouvelle famille, une nouvelle identité à créer, parce qu'on, quand on est adopté, on nous change on devait même nous changer nos prénoms, nos noms de famille, etc. Et bien, c'est tout notre monde qui change. Et quand on a moins de 6 ans, et bien, c'est le moment où on se construit. Donc, ça a une incidence forcément à l'âge adulte. Et donc, j'ai toujours regardé le monde en essayant de comprendre en fait ce qui se passait entre les gens, comprendre les émotions, le non-verbal. Et aussi, je me suis formatée un petit peu, eh bien, comme je me faisais adopter pour, je pense, par survie, pour être aimée de cette famille, je me suis mise dans un cadre de la petite fille sage et discrète. Mm. Et donc, en grandissant, eh bien, j'ai ressenti ce besoin, je pense que j'en prends de plus en plus conscience, qu'il y avait bah, la petite fille qui est arrivée au monde, qui avait plein d'envie, etc., d'un côté, et la petite fille qui voulait se,
voulait faire plaisir à tout le monde, voulait correspondre à ce que l'on attendait d'elle. Et forcément, à l'âge adulte, eh bien, ça crée des incompréhensions, ça crée des conflits, ça crée des malentendus dans ce que l'on veut faire. On peut être perdu, on a des difficultés à avoir une vision, à comprendre eh bien, les relations avec les autres, etc. Et donc, euh, et donc, c'est comme ça que petit à petit, je me suis formée. J'ai commencé par le tarot, de version thérapeutique pour comprendre le parcours initiatique de la vie au travers les codes du tarot. Après, eh bien, forcément, comme je suis devenue maman, je voulais comprendre ce que vivait mon fils en tant que bébé. Et donc, j'ai été accompagnée par une kinésiologue qui m'a recommandé la psychogénéalogie. Donc, je me suis formée à la psychogénéalogie parce que j'ai trouvé que cet outil de comprendre ce qu'on pouvait porter des mémoires de nos ancêtres et puis voir même sur mon propre fils les incidences et des comportements qu'il pouvait avoir bébé qui ne lui appartenaient pas. Mm. Donc du coup, cette formation m'a permis de comprendre qu'il y avait un lien entre ce qui se passait dans notre corps physiologiquement et en épigénétique et notre vécu, nos traumatismes. Donc petit à petit, en fait, au début, j'étais plus intéressée par la spiritualité et je suis allée plus vers l'apprentissage de tout ce qui était en lien avec notre fonctionnement, donc que ce soit au niveau du cerveau en neurosciences ou là cette année en neurobiologie avec donc ce fameux nerf vague qui est le 10e nerf crânien, le plus long, et donc comprendre pourquoi, eh bien, en fait c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école, mais pourquoi à des moments on adopte des comportements et on est en réaction face à une situation ou à quelque chose qu'on nous dit et, et apprendre découvrir que finalement, c'est pas des choses qui viennent qui viennent forcément de notre tête, mais ça peut venir de notre corps. Et en fait, grâce à cette formation que j'ai suivie avec Ludovic Leroux, eh bien, ça m'a permis de comprendre que tout venait du corps, que les traumatismes étaient enregistrés dans le corps et que c'est eux qui envoient cette information à la tête. Donc, c'est tout ça qu'on va développer dans cet épisode. C'est vraiment rendre cette information accessible parce que c'est quelque chose qu'on aurait dû apprendre à l'école. Comprendre comment nous fonctionnons pour comprendre que ce que l'on ressent, c'est universel et que c'est pas parce que c'est normal dans le sens universel et physiologique qu'on est obligé d'être dans la norme. Et c'est pour ça que, comme toi, en fait, cette démarche, elle a pour objectif de se reconnecter à son unicité et assumer qui l'on est, à se connaître, Mm. comprendre ce qui se passe en nous, parce que ça nous permet aussi de comprendre les autres et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tout à fait. Merci pour cette présentation. Et du coup, bah, tu as déjà parlé un petit peu du nerf polyvagal, mais je trouvais que du nerf vague, je vais avoir du mal avec cette théorie. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant justement quand tu disais, on se rend compte que tout ne vient pas du cerveau, mais que c'est aussi enregistré au niveau du corps. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail? Ouais, en fait, la théorie polyvagale, elle nous explique que quand on est en réaction, eh bien, on est coupé. C'est vraiment la théorie du lien. Elle nous explique qu'on est coupé de nous-mêmes. Et donc, c'est notre corps qui reçoit 80% du temps, c'est notre corps qui reçoit une information. Et en fait, par rapport, comme tous les traumatismes sont enregistrés dans les mémoires du corps, donc les fascias, etc., il envoie l'information au cerveau qu'il y a un danger. C'est comme si on appuyait sur un bouton d'alarme incendie. Et donc, du coup, dans le cerveau, ça nous dit attention, danger, attention, danger, attention, danger. Donc, on crée une réaction pour se protéger. En fait, si vous voulez, c'est lié aussi au cerveau primitif. Et Mm. donc, il faut remonter, parce qu'on parlait tout à l'heure de ce que l'on porte de nos ancêtres, mais on porte aussi l'histoire de l'humanité. Et donc, notre cerveau, il, euh, il ressemble, notre fonctionnement, il ressemble à celui des animaux. Dans ces cas-là, c'est un fonctionnement de survie. C'est-à-dire que tout au début de l'humanité, on devait se mobiliser. Un peu comme les lézards, les crocodiles, c'est un état où on restait sur place pour maintenir notre énergie parce qu'on ne savait pas quand on allait pouvoir manger. Donc c'est ce qu'on appelle la réaction, l'état dorsal. C'est un état où on est figé, comme sidéré quand Mm. on est en réaction. Donc il y a certains événements de la vie qui créent ça. On va dire on est à côté de nos pompes, on ne comprend plus rien. Quand on regarde les infos, on voit souvent qu'il y a des gens qui disent j'ai assisté à cette agression, à cet attentat, Mm. J'ai j'étais rien figé, pu je pouvais faire. rien Mm. faire, j'ai rien pu faire.
Donc il y a cet état, donc ça c'est le nerf vague qui est derrière, donc dorsal, donc qui nous immobilise. Ensuite, l'homme a dû chasser pour pouvoir se nourrir, donc il devait être soit dans le combat, soit dans la fuite pour survivre. C'est ce qui crée l'état qu'on appelle le sympathique agressif ou sympathique fuyant. Donc c'est une montée d'énergie qui fait qu'on doit soit fuir, soit attaquer. C'est ce qui fait qu'on va être soit dans la colère, dans la haine, soit on va fuir, donc on va éviter le conflit, on va vouloir faire plaisir aux gens. Donc tout ça, je vais pouvoir le développer au fur et à mesure si tu veux, Mm. en fonction de, voilà, donner des exemples. Oui. Et, Ça pourrait et en être fait, intéressant, je pense, qu'on développe après des exemples. voilà, Mm. petit à petit, là j'explique un petit peu le phénomène. C'est Mm. vrai que au début c'est un peu compliqué à comprendre. C'est pour ça qu'il faut répéter les choses, le voir sous différents angles. Ouais. Mais l'illustrer avec les animaux, c'est assez parlant parce que en général, on a déjà tous plus ou moins vu des reportages animaliers, donc on peut imaginer ce qui se passe. Et donc, après, on était un peu en troupeau, en groupe. Et en fait, si on restait seul, ça voulait dire que si on nous isolait, on avait plus de chances de mourir ou de se faire manger. Donc, c'est ce qui crée la peur d'être isolé aussi. Mm. Après, il y a un quatrième état, parce que je parle de ça par rapport aux peurs, je vous en parlerai aussi après. Il y a un quatrième état qui est l'état, ce qu'on appelle vagal ventral. Donc, c'est des mots un peu techniques, mais c'est celui où on est en paix, en sécurité. Tu vois, là, tu sais très bien qu'il n'y a personne qui va venir te manger, tu vas pas te faire agresser. Donc, t'es tranquille. Il y a des moments comme ça dans la journée où on sait qu'on est en sécurité. Et en fait, on sait que c'est les moments où on va justement pouvoir être dans l'introspection, se poser des questions, analyser ce qui s'est passé, observer. Quand on est en réaction, en fait, on est vraiment sous stress. Ouais. C'est ce qui crée des angoisses et c'est pas des moments où on va pouvoir réfléchir à la situation, où on va pouvoir se mettre à la place de l'autre personne. Et le but, c'est d'apprendre à avoir une bonne flexibilité vagale, c'est-à-dire passer d'un état à l'autre. Parce qu'en fait, cette théorie, elle nous invite à sortir de ce côté, donc penser que faut que je change mon état d'esprit, Mm. faut que je me comporte comme ci, comme ça. En fait, c'est vraiment, j'observe dans quel état je suis. J'observe qu'est-ce que cette situation a provoqué en moi. Et on va, en faisant ça, on va observer que parfois, on va réagir automatiquement par habitude ou par loyauté familiale, tu vois. Ah. Du fait que dans notre famille, on nous a appris que ça c'est bien, ça c'est pas bien, que par rapport à nos valeurs, etc. Et donc, on va par automatisme, parce que dans notre éducation, notre culture, notre religion, on nous a dit que quand il se passait ça, quand on nous disait ça, on était censé ne pas l'accepter ou se mettre en colère, etc. Et en fait, on va se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, physiquement, il ne se passe rien. Et donc, ça nous permet aussi de nous remettre face à nos propres valeurs, à ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Donc, on observe cet état et on se rend compte que selon l'état dans lequel on est, donc nous on a un exercice, ça s'appelle la carte où on va visiter, en fait, c'est un petit peu comme une visualisation où on va inviter les gens à se connecter à des situations où justement ils ont senti de la colère Mm. ou alors ils se sont sentis complètement en état de sidération ou en état de paix et ils vont se rendre compte que la façon de se percevoir, de percevoir les autres et de percevoir le monde est totalement différente. Et c'est ce qui fait que parfois, même avec les mêmes personnes, nos proches, nos collègues de travail, etc., eh bien, selon l'état, on va les trouver stupides, ou on va les trouver méchants, ou on va trouver la situation injuste. Et puis, alors que quand on est en paix, tout se passe bien, on va trouver que le monde est beau, Mm. qu'on vit des choses extraordinaires avec eux. Pourtant, ce sont les mêmes personnes. Donc, c'est vraiment pour montrer que tout est une question de perception et d'histoire qu'on se raconte par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Le but, c'est pas d'être tout le temps dans le monde de oui-oui, tout Oui. le temps tout est joyeux, tout est... Parce qu'il y a ça aussi dans, je parlais tout à l'heure des injonctions du développement personnel et Mm. de la spiritualité. J'en Et avais ça, parlé aussi dans une vidéo en disant que la pensée positive, justement, c'est pas être dans un monde ça, des ouais, c'est ça. bisounours, quoi. Ça n'a Mm, rien à voir avec ça. C'est pour Mm. ça que ce que tu partages résonne vraiment avec ce que je partage parce que c'est
vraiment ça, ok, en fait. Après, on peut avoir des mantras pour nous motiver, etc. Mais Oui, en bien fait, sûr. si on n'est pas en confiance, c'est vraiment la pleine confiance. Si on n'est pas en confiance parce qu'on se sent en insécurité par rapport à quelque chose, on peut se répéter, je suis riche, je suis belle, je suis en Oui, bonne ça santé. changera pas. Si une partie de nous pense que c'est faux, Mm, elle va nous saboter. C'est ce qui va créer les auto-sabotages, c'est ce qui va créer cette dévalorisation. En fait, mm, c'est vraiment une façon d'aller explorer les choses différemment pour se rendre compte que on n'est pas obligé d'être tout le temps positif, mm. que chaque état peut être utile, on n'est pas obligé de le subir, donc on peut aussi organiser nos journées en fonction de nos états. Et donc, ça va vraiment changer notre vie parce qu'on va arrêter de s'imposer des choses, c'est-à-dire arrêter de s'imposer des réactions. On dit aussi que quand on est en réaction, c'est comme quand on était enfant. En fait, quand on est enfant, on n'a pas les outils et là, le niveau de conscience pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre et Mm. comprendre que ce parent-là, notre parent, en fait, il est en colère parce qu'il a appris une mauvaise nouvelle, il est fatigué. On va croire que c'est directement en Oui. lien avec nous. Mm. Et le problème, c'est que quand on devient adulte, on va continuer à croire que quand une personne réagit de cette façon face à nous, c'est en lien avec notre valeur. Donc on va se sentir par exemple dévalorisé et c'est ce qui va créer en fait la rupture de lien avec la personne où on va être sur la défensive ou l'attaque. Mm. Et l'objectif, c'est de se dire qu'aujourd'hui on est adulte et on est en capacité de savoir comment on veut répondre de façon adaptée à la situation. Et donc, c'est d'accueillir aussi le fait que, eh bien, parfois on est en réaction et c'est pas grave, on l'observe. Et cette réaction, elle vient nous dire quelque chose, comme Mm. pour les émotions, comme pour les peurs. C'est Et en un fait, message en fait, cette c'est ça. réaction. Cette réaction est là vraiment pour, c'est une alarme pour nous dire que on a un message à entendre, parce qu'il y a une partie en nous. C'est comme s'il y avait une petite partie en nous qui disait écoute-moi, écoute-moi. Mm. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, c'est aussi nous dire que on n'est pas obligé d'être, si on se sent pas intéressante, eh ben, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être tout le temps intéressant. Par Mm. contre, de temps en temps, on peut s'affirmer pour se sentir écouté. On n'est pas obligé toujours de subir et de s'effacer. Si on a l'impression que toute notre vie, on nous a pas écouté, on nous coupait la parole, etc. Eh bien, c'est de se dire oui, mais là, ce que j'ai à dire, c'est important. Donc, dans ce moment-là, je vais activer mon énergie, je vais me mettre en sympathique et je vais m'affirmer. Mais je Oui. suis pas obligée d'être en colère tout le temps pour me faire entendre. Oui, parce qu'il y a des gens justement qui ne se sont, enfin, ils se sont tellement pas sentis écoutés, entendus qu'après ils coupent la parole, ils parlent fort, on n'entend que, en fait, ils se mettent. En fait, c'est soit l'effet en excès, soit l'effet inverse où ils se disent je parle plus et je dis plus rien. Mais souvent, oui, il y a des personnes qui se mettent hyper en avant et on a l'impression qu'elles ont une confiance en elles absolue, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse et c'est une insécurité qui vient créer ce comportement. Et le fait en fait de voir tes propres insécurités, eh bien tu vas voir les insécurités des autres. On Mm. parle aussi de, ça s'appelle la neuroception, c'est de comprendre, il y a des exercices qu'on peut faire quand on fait des stages ou des ateliers, c'est-à-dire on va ressentir l'énergie de l'autre. Tu t'es déjà retrouvé dans une pièce avec quelqu'un, tu le vois débarquer dans ton bureau, dans ton salon, en fonction si c'est ta vie perso ou pro, et tu sens, même si l'autre ne veut pas te le dire, qu'il est en Il y a colère quelque ou chose qu'il qui va pas. y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, son énergie, son système nerveux va se connecter au tien. Donc il y en a, les énergéticiens ils vont dire que c'est une histoire d'énergie, mais Oui. en fait, c'est tout ce que tu apprends là, c'est la même chose que ce qu'on apprend en énergétique, etc. Après, Donc, peu importe comment on l'explique, mais en tout cas, c'est ça se ça. produit. C'est ça. C'est que, en fait, quand on est en contact avec quelqu'un, il va nous mettre dans son état, il va nous co-réguler, en fait, c'est de la co-régulation, va nous transmettre son état. Donc, par Mm. exemple, nous qui sommes dans des métiers d'accompagnement, c'est quelque chose d'en avoir conscience, c'est hyper important parce que si toi, tu n'es pas en sécurité, si tu n'es pas en vagal ventral, donc dans cet état de paix, prêt à recevoir et à accueillir l'autre, parce qu'il y a ça aussi dans le monde énergétique, on nous dit tout le temps, il faut se protéger, protège-toi des personnes que tu Ouais. reçois, etc. Mm. Donc oui, il y a le côté au niveau des énergies, si tu vas dans des choses un petit peu avec des entités et tout, ok. Mais Oui. après, quand tu es dans de l'accompagnement classique, tu n'es pas obligé d'être là. Enfin, ça, c'est mon conception et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette formation parce que j'aimais bien ce côté-là. C'est justement de ne pas se couper de Ah la bah non. personne que tu reçois, Mm. mais plutôt de faire en sorte d'être suffisamment en confiance dans ce que tu es, dans ta capacité d'écoute et ta capacité d'accompagner l'autre. Et donc, du coup, quand la personne, elle vient,
enfin, je pense que toi, c'est pareil, quand les personnes, elles viennent se faire accompagner, elles sont souvent stressées parce Oui. qu'elles n'ont pas l'habitude de se livrer, de déposer des choses. Elles savent que elles vont aller voir des choses, des situations, des blessures qui peuvent être désagréables Mm. ou inconfortables et elles ont un peu peur. Oui, Donc quand elles arrivent, elles ont besoin d'avoir quelqu'un qui est en sécurité, qui les rassure. En tant que parent, en tant que même quand tu as un ami ou si ton conjoint a besoin de soutien, il a besoin que tu sois dans cet état. Si toi, tu es dans un état d'insécurité, forcément, ça va créer mm, cette rupture de lien et chacun reste dans son monde à vouloir comprendre, en fait, enfin, à vouloir prouver qu'il a tort ou qu'il a raison. Tu oui, vois. Donc, c'est vraiment déjà la base de comprendre ce qui se joue en nous. mm, Après, il y a toute une approche médicale, entre guillemets, qui fait qu'il y a un lien parce que le nerf vague, il touche les organes. Donc, c'est oui, aussi ce qui crée les sensations. Si, par exemple, tu as un torticolis, eh bien, ça va te mettre en survie parce que tu n'as pas la capacité à voir le danger qui arrive. Donc, par exemple, dans les exercices de neuroception, la personne, elle va se mettre autour de toi ou pour que tu ressentes. Si quand elle est derrière toi, par exemple, tu as une sensation de danger. C'est comme quand on prend les transports en commun, il y a des gens, ça les angoisse. Ou quand il y a quelqu'un qui vient de parler, qui vient se coller à toi, etc. En fonction de ton vécu, eh bien, tu peux te sentir oppressé, voilà. Et donc, c'est d'apprendre à vivre avec ces situations-là pour plus que ça soit des situations d'angoisse aussi. mm. Et ça aide beaucoup, la théorie polyvagale, elle aide beaucoup. À la base, elle est arrivée en France pour former des ostéopathes. Le D'accord. formateur qui était là, lui n'était pas du tout ostéo, il était coach plutôt en neurosciences. Et sa formatrice, Déborah Dana, elle lui a dit, parce qu'il lui a dit, qui est-ce qui partage tout ça en France, elle lui a dit ce sera toi. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle Le Nerf vague. Et lui, c'est un grand timide. Mm. Donc il disait que la théorie polyvagale, pour lui, c'était euh, vraiment la science de la chance. Ça apprenait à avoir de la chance. Et en fait, c'est totalement. Enfin, chacun a sa façon de percevoir les choses, mais il y a des gens, ça va beaucoup les aider s'ils font des crises d'angoisse, par exemple. Parce que, en fait, je te disais tout à l'heure, d'abord, on observe ce que l'on ressent. Ensuite, on l'accueille, on le respecte, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un moyen de protection. Donc on sait que si la colère ou si la fuite ou l'incapacité de bouger, la procrastination, etc. est là, au lieu de se flageller, de culpabiliser, eh bien on va aller voir ce qui se passe. Après, on va trouver des ressources qui vont nous aider eh bien, à revenir dans un état de paix et pas à être angoissé tout le temps parce qu'en fait, le problème, et c'est un problème qui est quand même récurrent dans notre société aujourd'hui, c'est que quand on a un stress ou une peur, eh bien, le formateur dit on est censé la procrastiner. C'est-à-dire que là, par exemple, on a ce rendez-vous toutes les deux, il y a une visio, donc ça peut être quelque chose de stressant. Mais c'est pas logique que ça n'aurait pas été logique qu'on stresse depuis hier. Mm. Parce qu'en fait, quand tu stresses alors que tu n'es pas face au danger, entre guillemets, eh bien, tu dis à ton corps, attention, il y a un danger. Donc, c'est comme si tu avais l'alarme qui sonnait tout le temps. Donc, il va Ouais. sécréter les hormones du stress, sauf qu'il ne voit pas le stress. Donc, il met toute son énergie de survie en route et donc, il t'épuise. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui sont tout le temps en réaction, enfin Oui, constamment, donc elles sont tout le temps en état de stress? c'est ça. C'est ce qui crée les burn-out, par exemple. Ça peut être des personnes qui, par exemple, dans leur vie, se sont retrouvées dans une situation où elles étaient figées, justement. Ça peut être parce qu'elles ont subi un viol, des attouchements, une situation de violence, ou elles ont assisté à quelque chose de traumatisant pour elles. Oui. Et donc, leur système nerveux a enregistré que, eh bien, ne pas bouger, être immobile égale la mort ou égale la souffrance. Donc, elles vont être constamment en train de bouger. Après, par rapport à l'histoire de la psychogénéalogie, ça peut être parce qu'elles portent dans leur gène, dans leur, euh, dans leur ADN, le traumatisme d'une grand-mère, par exemple, qui aurait pu vivre ça. Donc c'est pas forcément que par rapport à notre expérience de vie, ça peut être par rapport à nos ancêtres aussi, Oui, qu'on se trouve en réaction ouais. aujourd'hui. C'est ça, ça peut Ok. être, il y a plein de choses.
Il y en a qui vont te parler des vies antérieures. Moi, c'est pas un sujet que je maîtrise Oui. particulièrement. Mm. Mais, euh, mais bon, l'objectif, en fait, pour moi, ma façon d'accompagner les gens avec toutes ces techniques-là, c'est vraiment de prendre la problématique d'aujourd'hui et en fait d'aller faire le lien avec cette expérience de vie. Parce qu'en fait, si tu y penses, peut-être que ça va pas te venir tout de suite, mais je t'invite après à y penser. Moi, je m'en suis rendu compte, c'est que, par exemple, quand tu es dans une situation, moi, je m'en suis rendu compte avec la peur de décevoir les autres. Tu vois, Mm. le fait de faire des choses comme j'étais la petite fille qui avait tout bon à l'école, etc. euh, Quand c'était pas assez, et qu'on me reprochait, ou je sais pas, si j'avais fait une bêtise, que je me faisais gronder, etc. Tu vois, je vais pas me souvenir forcément de ce qu'on me disait. Par contre, je me rappelle de cette sensation Oui, de c'est devoir l'émotion, le disparaître. ressenti. C'est le ressenti vraiment physique et cette sensation de vouloir disparaître comme pour revenir en arrière pour ne pas avoir Mm. fait ça, tu vois. Et j'ai fait le lien aussi aujourd'hui en tant qu'adulte que ça pouvait être pour éviter. Parce qu'en fait, quand on ne fait pas quelque chose ou quand on a peur d'une situation, c'est pas la situation qui nous fait peur, c'est ce qu'on risque de ressentir Oui. suite à cela. Parce qu'on n'a pas envie, en fait, de venir réactiver ces mêmes émotions, c'est ça? En fait, notre cerveau et notre système nerveux, eh bien, le cerveau, il aime que ça soit facile. Mm. Donc, ils aiment que ça soit connu. C'est-à-dire que s'il a enregistré, parce que le cerveau, il crée là, je sors un petit peu de la théorie polyvagale, je vais un peu sur la partie plus neurosciences, fonctionnement du cerveau, mais il crée des schémas neuronaux. Donc un Mm. schéma, pas des schémas, mais un chemin neuronal entre deux neurones, à force d'entendre ou de vivre des choses. Mm. En plus, comme il est porté sur la survie, notre cerveau, notre système interne de survie, il est là pour nous maintenir en vie. Il n'est pas là pour qu'on soit heureuse, amoureuse, Mm. riche, épanouie. Il s'en fout de ça. Lui, il veut juste nous maintenir en vie. Et il n'a pas compris qu'en 2023-2024, le danger, c'est pas de croiser un lion. Sauf qu'il assimile le danger de se faire rejeter par les autres comme si c'était un lion qui risquait de nous manger, si tu veux. Donc, c'est pour ça qu'il faut le rééduquer d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de déprogrammation, reprogrammation. C'est de lui montrer, via des ressentis notamment, qu'il n'est pas en danger. Par exemple, quelqu'un que tu disais tout à l'heure qui est tout le temps en stress ou tout le temps dans l'action, il va falloir qu'il réapprenne à se retrouver dans des situations où il ne bouge pas Mm. et presque à prendre du plaisir. Donc on va dire par exemple, on peut dire à quelqu'un de aller se faire masser. Mais ça peut être commencer par aller juste se faire les ongles ou rester assis chez le coiffeur, tu vois, sans être en train de faire 50 000 choses en même temps, ou regarder la télé sans être sur le téléphone, tu vois. Ça, on va pas lui demander tout de suite de faire 3 quarts d'heure de méditation parce que c'est impossible. C'est pour Non, ça je aussi pense que que ce serait contre-productif. c'est pour ça aussi que connaître son état dominant, donc en fait, on est traversé tous par ces états des milliers de fois par jour. Et donc, mais on a un état dominant, c'est-à-dire que parfois il y a des gens qui sont plus dans la colère, dans la psychologie au mérite, dans, tu vois, il faut que je sois dans l'action. Il y en a d'autres qui vont être plutôt dans le sympathique fuyant, donc j'évite le conflit, je veux faire plaisir aux autres, je m'oublie, mais ça peut être aussi, je suis de mauvaise foi, je raconte des mensonges, tu vois, ça c'est des Mm. choses qu'on va retrouver chez les enfants par exemple. Tout ça, c'est vraiment toujours dans la protection. Et après, il y a des boucles qui se font, c'est-à-dire que par exemple, tu peux être dans le sympathique et le ventral, donc l'énergie et la paix quand tu es dans le jeu. Quand tu es en train de faire des jeux avec des amis, tu reçois du monde, etc., tu sais, c'est convivial. Mm. C'est pas forcément négatif. C'est pas forcément quelque chose que tu subis. Là, on est dans la confidence ou quand toi, tu as écrit ton livre, là, tu étais plutôt dans un état de dorsal ou vagal dorsal parce que c'est un moment où tu étais en paix, en sécurité, mais aussi au repos. Et en Mm. fait, c'est vraiment d'apprendre aussi à écouter ses besoins pour savoir quand j'ai besoin d'être dans le mouvement et l'énergie et quand j'ai besoin d'être au repos, de me ressourcer. Tu vois, et vraiment de vivre c'est vraiment vivre plus en conscience ses états, ses besoins et plus en confiance de se dire le matin quand je me lève, je sais que je ne pourrai pas contrôler tout ce qui se passe. Donc c'est aussi sortir du perfectionnisme, Et sortir ça, de la c'est difficile aussi culpabilité, pour beaucoup de ouais, personnes. de Mm. se dire je suis censé tout maîtriser. C'est accepter que justement le monde est traversé par ces différents états,
qu'on n'est pas seul au monde et donc on va être prêt à accueillir parce qu'on a les ressources et la confiance nécessaires en nous pour pouvoir aborder les choses quoi qu'il arrive. Et que ça veut dire aussi accepter ce qui nous traverse, tu Et vois. ça, je Et pense que c'est c'est difficile ça. pour beaucoup de personnes parce que, enfin, même pour moi, hein, je vois au début où j'ai commencé à me former en thérapie alternative et quand tu commences à prendre conscience des trucs qui vont pas chez toi, je trouve que c'est dur au début de se poser, de se dire, comment je me sens aujourd'hui, en fait, juste de s'arrêter dans notre rythme de vie effréné, parce qu'on est tout le temps en train de faire, et puis bon, c'est la société aussi dans laquelle on vit qui veut ça, mais c'est dur de se poser, de se dire, ok, bah aujourd'hui, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens comme ça, mais c'est aussi encore plus difficile, je trouve, de l'accepter. Parce que souvent, on a tendance à se dire, oh bah c'est bon, ça ira mieux demain, et puis de vouloir faire comme si de rien n'était, enfin en tout cas, moi, c'est ce que je faisais avant toujours à me dire ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, et puis au final en fait on résout rien du tout. Mais du coup je trouve que c'est bien de venir permettre, enfin apprendre aux gens de leur dire il faut se poser, venir ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, sans jugement et puis sans chercher en fait à faire quoi que ce soit, juste prendre conscience. Et je trouve que c'est déjà bien et déculpabilisant, même si ça peut sembler difficile. En fait, c'est vraiment un travail du quotidien. Même lui, tu vois, ça fait plusieurs années qu'il le fait. Notre formateur, il dit c'est récurrent, c'est tout le temps. Mais c'est pas, il faut pas le voir justement dans le côté travail qui demande de l'effort. C'est Oui. plutôt quelque chose qu'on fait. Lui, il dit c'est être généreux avec soi, c'est travailler avec soi, c'est Mm. avancer avec soi. C'est-à-dire que justement, en fait, c'est pas, tu t'imposes pas, tu dis pas, bon, faut que je m'assoie le soir et faut que j'écrive tout ça. C'est Oui. plutôt tu te rends compte que tu es en train de faire quelque chose. Par exemple, tu peux faire ça sur, nous, c'est des exercices qui nous donnaient à faire la première semaine. C'est te dire, tu as un petit tableau, soit tu notes parce que tu as besoin de noter, soit tu arrives à avoir ce niveau de conscience de te dire, tiens, je prends ce temps. Mais là, par exemple, là, juste avant qu'on se connecte ensemble, moi, j'ai les pompiers qui ont sonné pour le calendrier pile à l'heure du rendez-vous. Mm. Donc, j'ai deux choix. J'entends que ça sonne, donc je vais quand même voir au cas où c'est un voisin qui a besoin de quelque chose, tu vois, alors que j'ai rendez-vous avec toi. Donc là, ça me met en réaction parce qu'en fait, ça crée une rupture de lien avec l'état dans lequel j'étais pour aborder notre rendez-vous. Donc je vais le voir et après, c'est pareil, j'ai plusieurs choix. Soit je l'agresse parce qu'il me dérange, soit je lui dis gentiment, bah non, là je suis occupée, etc. Tu vois, et du coup, euh, ça ne vient pas avoir de répercussions sur mon état parce que sinon je suis speed, je peux être agitée et j'arrive, je me connecte avec toi et je ne me mets pas en lien avec toi parce que je suis en train de ressasser, il m'a dérangé. Et en fait, ce que je voulais dire aussi par rapport au cerveau, c'est qu'il va mettre le focus sur tout ce qui prouve qu'il a raison d'être dans cet état. Ouais. Parce qu'il faut en moyenne 5 interventions positives pour compenser un événement négatif. Et Oui. c'est pour ça qu'on est plus intéressé par les nouvelles, les informations qui sont pas agréables. C'est pour ça qu'aux infos, c'est toujours des événements dramatiques. C'est pour ça quand on va parler des gens, on va moins souvent commenter les trucs extraordinaires qui leur arrivent ou qu'ils font. On va plutôt être là à critiquer, voir tout ce qui va mal, etc. Donc en fait, c'est vraiment aussi prendre conscience, simplement observer les histoires qu'on se raconte et la paire de lunettes à travers laquelle on Ouais. va regarder les choses, vraiment ce qu'on va penser de l'autre et ce qu'on va penser de soi. Et donc, le but, c'est de se dire, là, tiens, il est venu, ça a créé une rupture avec mon état, comment je réagis? Si je m'étais mise en colère, j'aurais pu revenir et puis me dire, bon, en fait, c'est pas lui qui m'a mise en colère. C'est parce qu'il m'a coupé dans ma concentration, dans ce que j'étais en train de faire, parce que là, ça vient, par exemple, toucher mes valeurs. Si moi, il faut absolument que je sois ponctuelle, que j'ai mon côté encore perfectionniste de petite fille qui fait bien les choses, je vais me dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? J'arrive en retard au rendez-vous. Tu vois, il y a tout ça qui vient se manifester. Je lui envoie un texto, mais le temps que j'envoie le texto, au final, ça me fait perdre encore plus de temps. Tu vois, il y a toutes ces pensées qui viennent tout le temps. Mm. Et en fait, c'est juste d'observer et de se dire, ok, est-ce que c'est vraiment grave si on commence une minute plus tard? Est-ce que bah, je lui envoie le message pour la prévenir, qu'elle se sente pas elle aussi, tu vois, que tu te sentes pas rejetée. Donc, et donc, tout à l'heure, je parlais des trois peurs archaïques.
C'est les peurs qui justement créent ces états. Il y a l'impuissance. Donc c'est ce moment où justement tu te sens immobile, tu sais pas quoi faire. Donc c'est quand tu apprends un décès, tu as été Mm. cambriolé, ou tu vis un accident, quelque chose de brutal. Il y a l'incapacité. Donc c'est tous ces moments où tu ne sais pas comment tu vas pouvoir faire les choses, etc. Tu vas avoir peur d'être critiqué, tu te sens pas assez. Et il y a la peur de l'isolement. Donc c'est pour ça qu'on a cette peur d'être rejeté ou d'être abandonné. Donc, Ok. donc en fait, c'est toutes ces peurs, elles sont reliées dans ces trois peurs archaïques. Donc c'est de voir, voilà, quelles peurs viennent se manifester et se dire, ok, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est juste que mon corps, il a eu peur de mourir, il a eu peur de souffrir. Mm. Soit parce que ça a touché ces peurs-là, soit parce qu'à un moment dans sa vie, il y a quelque chose qui lui a dit que cette situation était dangereuse. Et ça, Ok. c'est pas obligatoirement des traumatismes lourds, tu vois. Et ce que j'ai aimé dans cette formation, c'est que il s'est servi d'enseignements de psychiatres et de psychologues, et, enfin, de personnes, grands spécialistes sur le trauma, sur donc la théorie polyvagale et sur l'accompagnement. Et on parle aussi d'accompagner les gens avec compassion, Mm. tu vois. Et donc d'aller voir les traumas, mais avec compassion, c'est-à-dire que en fait, on n'écoute pas, on n'achète pas l'histoire de la personne. C'est-à-dire qu'on va pas la laisser raconter toute sa vie pendant 3 heures. C'est qu'on va dire, ok, alors là, qu'est-ce que vous vivez? Eh bien, je prends l'exemple là d'une personne que j'ai eue récemment Mm. euh, qui me dit, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi pour savoir ce que je veux faire dans ma vie, pour changer de métier, etc. Et en fait, quand on a été vraiment qu'on a échangé, qu'on a été voir un petit peu faire le lien avec ce... Ça s'appelle les objectifs de survie. En fait, tu as des objectifs de vie, tu te dis, bah, demain, je veux changer de métier ou je veux changer de vie parce que j'en ai marre de subir ma vie, je me sens mal. Eh bien, on va aller voir quel est l'objectif de survie qui t'empêche de mettre en place des actions. Et moi, je ne sais pas toi, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens, bon, j'accompagne surtout des femmes, qui me disent, ah oui, mais là, à cause du métier que je suis en train de faire en ce moment, je ne peux pas prendre le temps pour savoir ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie, ce qui me donne du sens. Tu Mm. vois? Et là, c'est vraiment un comportement de survie qui se met en place. Ça va être un comportement de fuite où elles vont faire autre chose à la place. Et on va se rendre compte que, là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui trouve que, bah, du coup, c'est un peu, je veux dire vulgairement, le bordel dans sa vie ou dans sa maison. Tu vois, elle se sent, comme tu disais tout à l'heure, tout le temps bah, oppressée avec tout ce qu'elle a à faire. Et en plus, elle est maman solo. Et en fait, en réalité, si tu vas voir, elle pourrait choisir d'avoir ce temps pour le faire. Mais elle ne le fait pas parce que quand elle était petite, que sa chambre était en bordel, bah, sa mère, elle venait lui dire qu'elle allait tout jeter et tout. Donc elle se sentait nulle Mm. quand c'était le chaos dans sa chambre. Donc aujourd'hui, quand elle a l'impression que c'est le chaos dans sa vie, elle se sent nulle et pas assez, donc elle ne va pas oser. Et son système nerveux va l'empêcher de passer à l'action parce qu'il lui dit attention, c'est là tu vis dans le chaos, donc tu vois, enfin il y a tout un truc comme ça qui Mm. parfois, voilà, c'est pas forcément des événements très graves. Oui, c'est ce que tu disais, on n'est L'important, pas obligé d'avoir vécu des gros traumatismes pour avoir des blocages dans notre vie. Ça peut être des petites phrases qu'on nous a répétées ou qui nous ont blessés peut-être aussi, sans forcément qu'elles soient répétées tout le temps, mais en tout cas que ça a créé chez nous c'est un qu'à un état moment, de stress et un traumatisme, c'est quelque chose qui a été trop difficile pour nous mm, à encaisser, si tu veux, à digérer, à accepter. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de proposer un accompagnement qui soit basé vraiment sur ce que toi tu ressens. C'est pour ça qu'on va se connecter à ce que tu ressens. Tu mm, vois, moi, quand je vais faire l'exercice, euh, je vais te demander où cette sensation, quelle forme elle a, est-ce qu'elle a une couleur, est-ce qu'elle a une texture, parce que toi, il y a beaucoup de gens qui vont, souvent c'est ça qui revient, je vais avoir honte, je me sens inutile, je me sens pas assez. Il y a des millions de personnes qui pensent ça, mais chacun va le ressentir mm. différemment. Et donc, c'est à partir de ce ressenti qu'on va aller voir, on va aller revisiter la sensation et on va par exemple, tu vas me dire, dans telle situation, je me sens honteuse, je me sens nulle, j'ai envie de disparaître. Et je vais te dire, oui, mais est-ce qu'il y a des situations où, je sais pas, par exemple, où tu étais en groupe, si c'est le fait d'être avec des gens ou de te présenter à des inconnus, voilà. Est-ce qu'il y a des moments où tu es en groupe et là, tu te sens en confiance, tu oses être toi,
tu sens qu'il y a un échange, etc. Tu vas me dire oui, je vais te dire de te connecter à cette sensation. Et en fait, ça s'appelle la pendulation. Tu vas passer d'une sensation à l'autre pour montrer à ton corps. C'est vraiment encore une histoire de sensation. Il va enregistrer que, bien, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas mortel que de se retrouver face à des gens et qu'on peut vivre des choses aussi extraordinaires. C'est pas parce que tu as été déçu à un moment donné, trahi ou Mm. quoi, que tu ne peux pas revivre une situation, une relation agréable. Et que comme aujourd'hui, tu sais comprendre ce qui se joue en toi, eh bien, quand tu sens que tu es avec quelqu'un et que c'est inconfortable, etc., tu vas aller voir pourquoi ça te met en réaction et ensuite, en fonction de ça, tu vas faire le choix de continuer ou pas la relation avec la personne. Ok, Mais c'est vraiment un GPS intérieur. oui. Parce que des fois aussi, peut-être on a du mal avec certaines personnes et on peut peut-être se dire c'est qu'on n'a pas de feeling tous les deux. Mais c'est Mm. peut-être juste parce qu'en fait la personne elle te met en réaction. Donc C'est peut-être ça. elle pourrait tout à fait te correspondre pour une relation amicale ou de couple, mais en fait elle te met tellement en réaction, c'est trop difficile pour toi et tu préfères te dire peut-être j'ai pas le feeling, enfin je sais pas. Oui, ou alors c'est toi qui déclenche quelque chose aussi chez elle. Peut-être, ouais. Bah, tu vois, ça peut être les deux et du coup lui est sur la défensive ou elle est sur la défensive parce qu'elle ne sait pas comment gérer ce que toi, si toi à l'inverse t'es très en confiance et qu'elle, elle se sent pas assez, Mm. eh bien peut-être qu'elle va se comparer et se sentir nulle et se dire non, non, mais moi, je mérite pas quelqu'un comme ça, je mérite pas son amitié. Et en fait, le fait de voir les insécurités chez les autres, ça, enfin moi je sais qu'aujourd'hui j'ai fait le choix de ne plus les nourrir. C'est-à-dire que si je sens quelqu'un vient me titiller pour nourrir sa blessure, Mm. eh bien je vais pas lui donner d'eau à son moulin. Je vais pas lui dire bah oui, tu as raison de penser que t'es pas assez, que tu es nulle, que tu es méchante, etc. Non, je vais lui dire écoute, voilà moi, quand tu te comportes comme ça, voilà moi ce que ça vient provoquer chez moi. Mais moi, j'ai fait le choix, voilà, je me choisis, je me respecte. Donc, si tu veux qu'on ait des relations, comme tu disais, amicales ou professionnelles, voilà. Et en fait, c'est d'être capable de se connaître suffisamment et de connaître ses règles du jeu, de connaître ses propres normes pour pouvoir dire à l'autre, voilà comment moi j'envisage ma vie, mes relations, ma façon de faire. Donc, ok ou pas, maintenant tu connais ma façon de fonctionner, mais je vais pas perdre du temps en fait à te dire que oui, t'es nul, que oui, tu m'as fait du mal, ceci, cela. Tu vois, enfin, c'est d'exprimer sa vérité aussi. Mais par contre, je pense que pour pouvoir exprimer sa vérité, il faut quand même avoir commencé à faire un bon travail sur soi et surtout à s'être posé avec soi-même et se dire bah déjà qu'est-ce que je ressens, enfin comprendre d'où ça vient nos réactions, qu'on est plein de peur à cause de telle ou telle situation et puis surtout bah, que du coup ça joue sur, sur nos relations. Mm. Mais je pense qu'il faut déjà avoir fait un petit travail en amont pour pouvoir Ah bah c'est ça en fait. Ce que je percevoir te tout dis, ça. c'est pour ça que moi, mon objectif, c'est vraiment de rendre autonomes les gens dans leur introspection Mm. pour qu'au quotidien, ils soient pas... Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à subir leur vie et à toujours attendre que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent faire. Ouais. Donc, qui vont se référer et être très dépendants de leur thérapeute, par exemple, parce que justement, ils se sentent tellement nuls, etc., qu'ils ne savent pas comment gérer. Et en fait, c'est une façon de responsabiliser aussi bah, les personnes que l'on accompagne, mais de la même façon, nos enfants. Mm. Tu vois, ou si tu accompagnes un groupe de mamans, de les remettre aussi en face de leurs responsabilités, pas dans le sens culpabilisant, justement l'inverse, de leur dire que c'est normal ce qu'elles ressentent, les difficultés qu'elles rencontrent, et qu'elles peuvent aussi les exprimer à leurs enfants pour expliquer à leurs enfants qu'ils ont le droit aussi d'être traversés par ces états, ils ont le droit d'être en colère, ils ont le droit de ne pas avoir d'être timides et de pas avoir envie de parler à des gens, tu vois, et de dire voilà, bah, moi, aujourd'hui, j'étais en colère parce que je me suis sentie comme ça. Enfin, tu vois, au-delà de cette théorie, c'est vraiment de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mm. Comme la psychogénéalogie, ça aide à guérir et à pas transmettre à nos enfants ce que l'on a vécu, les traumatismes de la famille, et de réparer au lieu de répéter ce qui a pu se Ouais. passer, eh bien, c'est aussi de montrer l'exemple aux générations, même si on n'a pas d'enfants, mais aux générations suivantes, nos neveux et nièces, etc., des enfants qu'on peut rencontrer dans notre entourage, de montrer que plus on s'autorise à être nous-mêmes,
dans notre vulnérabilité, plus on va leur permettre aussi de s'autoriser à être eux, tu vois. Mm. Et en fait, je pense que ça, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, c'est aussi une façon de contribuer au monde en disant, si chacun avait ce filtre-là pour s'observer, observer les autres, on serait moins dans l'égocentrisme. Et, et parce que les gens pensent que c'est égoïste et égocentrique de faire ça, alors que c'est tout l'inverse. Oui. Ça permet justement de créer l'espace nécessaire pour être plus solidaire envers les autres, tu vois, d'être plus solide à l'intérieur en s'acceptant tel que l'on est, en comprenant que c'est aussi ce qui fait notre charme et c'est aussi pour ça qu'on nous aime parce que parce qu'on a notre côté timide ou parce que justement on est quelqu'un qui est toujours dans l'action, qui n'a pas peur d'aller dans les projets, etc. Donc, Et puis de toute façon, quand on commence à s'accepter soi, on accepte plus facilement aussi les autres. Parce mm, que, enfin, quand on s'accepte tel qu'on est et qu'on accepte nos défauts et d'être pas bien tous les jours c'est ça. c'est plus facile justement après d'accepter les autres. Et puis même, c'est par rapport à ce que tu disais, tu sais, tu parlais de la conscience. Donc là, on a assez hérité nos peurs, c'est souvent des réflexes archaïques. Mais je pense qu'il y a aussi cette conscience universelle qui fait qu'à partir du moment où une personne prend conscience en fait de certaines choses qu'elle vit, et ben il y a d'autres personnes au même moment sur la planète qui vont être dans cette même dans ce même éveil de conscience. Et là, j'ai vraiment cette impression qu'on est dans une période où il y a beaucoup plus de personnes qui s'ouvrent Mm. à cette connaissance de soi parce qu'elles ont compris que se connaître soi-même et se comprendre, ça permet de mieux comprendre les autres. C'est ça, c'est Mm. qu'on est à plein niveau, tu vois, même au niveau de la consommation, au niveau de l'éducation. Je pense qu'on est en train de vivre, et c'est ça, enfin, moi qui suis passionnée par ça, c'est magique. Ouais. Et c'est là où tu vois que vivre des choses inconfortables et douloureuses, ça peut aussi permettre quelque chose de beau. Oui. Parfois, c'est juste parce qu'on est obligé d'en passer par là, tu vois. C'est ce que j'explique aussi aux gens. C'est-à-dire que le fait d'avoir vécu ces insécurités, donc ces situations qui ont créé des souffrances chez toi, en fait, ça te permet aussi de développer une nouvelle compétence ou une nouvelle sensibilité. Et c'est ce que j'explique. Oh, je recommence, c'est ce que j'expliquais à quelqu'un. C'est que le fait de ne pas s'être sentie comprise et entendue par ses parents par rapport à ce qu'elle avait vécu dans son enfance, donc ça peut être du harcèlement, ça peut être des abus, etc., eh bien, ça lui a permis de développer une écoute active, tu vois, pour les autres, Mm, de faire attention, de ne pas reproduire ce que elle avait vécu, en fait. mm. Et en fait, elle a transformé, donc souvent on parle d'alchimie, mais c'est un peu ça, elle a Oui. transformé sa souffrance en une compétence qu'elle met au service des autres. Et en plus, comme elle est dans un métier de service, elle est coiffeuse, elle s'occupe des ongles et tout, eh bien, ça lui permet d'être vraiment à l'écoute de ses clients et c'est ce qui fait que les gens vont venir vers elle. Donc Mm, en fait, c'est de comprendre que ce que la vie nous a mis sur notre chemin, c'est aussi, alors ça, toi, tu travailles aussi avec le thème natal, mm, c'est que, donc je sais que voilà, les personnes qui nous écoutent, elles sont sûrement ouvertes aussi à cette idée-là, c'est que on est venu avec un espèce de contrat, avec des choses à expérimenter, mm. en croyant qu'on n'avait pas les outils et les ressources, mais en fait, la vie nous met face à ce qu'on est capable de gérer. Et pour revenir à la théorie polyvagale, c'est aussi pour ça qu'il y a des moments dans notre vie, quand on devient plus adulte, il y a des souvenirs et des sensations qui remontent parce que notre corps est maintenant en sécurité pour pouvoir les gérer, pour pouvoir gérer ces traumas qui remontent. Mm. Donc, c'est aussi voilà, cet accueil de se dire, là aujourd'hui, je ne suis plus dans le même état de conscience, j'ai les outils ou j'ai les personnes ressources qui vont pouvoir m'aider à sortir de ce trauma, à sortir de cette sensation, de cette perception des choses, tu vois, pour changer ma vie. Et Vraiment. surtout, tu vois, c'est important ce que tu disais, j'ai les personnes ressources. Je trouve que c'est important quand on prend conscience qu'il y a des comportements chez nous qui vont pas ou alors qu'on est tout le temps en réaction, de se faire aider, soit d'en parler à un ami, quelqu'un en qui on a pleinement confiance, à qui on peut parler mais sans se sentir jugé, et ou alors d'aller voir quelqu'un, un thérapeute ou pour se faire aider parce que
si on reste en fait dans cet état, je trouve ça alimente la peur parce qu'on se comprend pas et on est encore plus dur envers soi-même, encore plus dur envers les autres. Ça alimente le mal-être, enfin la peur ou le mal-être, ou les deux, et ça nous fait pas avancer. Donc c'est très important ce que tu dis, je trouve, c'est d'aller voir quelqu'un et de se mettre en relation avec des personnes. C'est ça parce Et que mm, je tu vois pense par rapport que à on cette... va, c'est hyper intéressant, mais on pourrait continuer encore des heures, mais je pense qu'on va s'en arrêter là parce que l'heure tourne et j'ai peur que ça fasse un contenu trop Oh, je long. sais pas combien on est là. Je pense une quarantaine de minutes, je dirais. D'accord, ok. Mais moi, je pourrais en parler des heures, hein. Non, Après, c'est juste on parce va- que tu voulais que je te parle des ressources, tu vois. Et oui, c'était juste pour dire qu'il y avait des outils, que le fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais, d'aller voir quelqu'un, sur cette idée que ça permet d'avoir justement des ressources qui sont personnalisées en fonction du besoin. Parce ouais, qu'il y a des aussi. gens, on va leur dire qu'il faut méditer, qu'il faut prendre des huiles essentielles, qu'il faut faire ceci ou cela, et ça ne leur convient pas, notamment pour des gens qui font des crises d'angoisse, qui sont en burn-out, etc. Parce que leur demander d'aller voir physiquement ce qui se passe, et bien ça va amplifier leur angoisse. Alors que justement, tu as des exercices qui vont leur permettre de ne pas mettre le focus sur le ressenti physique, Ouais. tu vois. Et c'est aussi pour ça que la théorie polyvagale, elle a autant de bienfaits, enfin, elle a autant de bons retours et qu'elle se développe aussi parce que elle n'est pas que sur le focus physique, tu vois. Elle aborde plusieurs angles de thérapie, entre guillemets, et de ressources. Qui peuvent s'adapter en fonction de chaque histoire et chaque personne. C'est ça. C'est qu'on va te proposer en fonction de ce que tu es en capacité de faire ou de vivre, on va te proposer un exercice qui va plus soit être un exercice physique, soit un exercice de respiration, soit de méditation, soit d'évacuation des traumas par des tremblements du corps, soit ça peut être des exercices où on va te conseiller. Et ça, c'est des choses que tu peux faire seul. Ça va être de regarder ton sac à main et de nommer tout ce qu'il y a dedans, en fait, juste Mm. pour que ton mental sorte de ce qu'il y a, de ce qui se passe en toi pour pouvoir redescendre, en fait, et revenir en paix. Ok. Voilà. Ben après, ça pourrait peut-être être intéressant qu'on parle une prochaine fois des techniques peut-être plus en détail. Enfin, je sais pas si... Ouais, c'est comme tu veux. Après, moi, c'est pas le sujet que je développe le plus, mais c'était voilà, juste pour dire qu'il n'y avait pas le côté, en fait, c'est pour rassurer les personnes. Moi, je m'occupe pas trop de personnes qui sont que dans l'angoisse, si tu veux, Mm. dans les crises d'angoisse, etc. Mais je suis plus sur le côté des personnes qui sont dans une démarche euh, de construction de soi, enfin, tu vois, qui sont pas, sans que ça soit trop lourd au quotidien. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu encore affaire vraiment à des personnes qui sont vraiment mal parce qu'elles sont dans les angoisses, mais c'est aussi une solution que propose cette théorie-là. Mais après, on n'est pas Ok, obligé d'en parler, hein. ça marche. Bah, merci beaucoup, Julien, en tout cas, de nous avoir parlé de cette théorie. Je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes pour déculpabiliser déjà et pour mieux se comprendre. Et donc, si vous voulez contacter Julie, bah, vous pouvez la contacter par ses réseaux sociaux ou je sais pas si tu préfères avoir J'ai par mon d'autres site moyens. internet, Ah oui, donc bah, je te donnerai les liens, tu pourras les mettre avec la vidéo si tu veux ou le podcast. Donc c'est www.juliemichaud.com. Et les réseaux sociaux aussi, vous pouvez me contacter en direct. En général, je propose un échange soit par écrit, même par SMS pour les personnes qui préfèrent, ou par téléphone pour un échange découverte, pour que je puisse voir avec vous en fonction de votre problématique si je peux vous aider avant de faire un rendez-vous. Donc ça peut se faire à distance ou en Provence, à Carpentras. voilà. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci à Je te toi, dis Léa. à bientôt, j'espère pour un prochain échange. Merci, à bientôt. À bientôt.